Je vous avais promis une nouvelle vidéo sur la situation haïtienne. Je reviens donc avec mes pourquoi. Alors, parlons de 4 points importants. Premièrement, le rôle du Kenya de William Ruto dans cette crise. 2. Les raisons de l'assassinat de Jovenel Moïse. 3. L'instrumentalisation des gangs pour dépasser le simple bilan de leurs crimes. 4. Le phénomène Ariel Henry, le pantin local collabo sans vergogne antipatriote. Un pied de nez à l'histoire et à la dignité du peuple haïtien. Qui a tué l'officier kényan Walter Nyamato? Le 13 février 2024, le jour même de la rencontre entre les autorités haïtiennes et kenyanes, l'officier Nyamato, un homme clé de la mission kenyane, est retrouvé mort dans une chambre d'hôtel de Washington. Pour rappel, le mardi 5 décembre 2023, dans le cadre de la préparation à l'arrivée prochaine de la mission multinationale en Haïti, une imposante délégation du Kenya, accompagnée de représentants de l'administration américaine, avait visité Port-au-Prince. L'officier Nyamato faisait partie du voyage en Haïti. De plus, l'homme était un officier apprécié. Il était l'inspecteur en chef de la police kenyane. Chose troublante, on apprend que le corps avait été nettoyé par les officiers américains. On apprend aussi que sa famille réclame justice. Pourquoi réclamer justice pour un homme qui serait victime d'une mort naturelle? Est-ce possible qu'il ait découvert quelque chose de compromettant dans cette mission? Force est de constater que beaucoup de choses ont changé à partir de cette date du 13 février 2024. L'officier Walter Nyamato meurt dans ces conditions troubles. Le 1er mars, William Ruto et Ariel Henry signent à Nairobi un accord pour l'envoi des policiers kenyans en Haïti. Le même jour, des violences sans précédent éclatent à Port-au-Prince, où le pénitencier est attaqué et des prisonniers liés aux groupes armés sont libérés. La suite est une mise hors d'état de nuire du PM haïtien. En tout cas, le scénario dans lequel l'opinion kenyane allait s'opposer à une intervention de leurs troupes inexpérimentées dans un pays hors de contrôle était aussi prévisible. De telle sorte que les Américains finiraient par expliquer qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'intervenir eux-mêmes pour sécuriser leurs intérêts. Est-ce possible que le Kenya n'ait été qu'une fausse piste dès le départ? L'assassinat de Jovenel Moïse, comment ne pas y penser? Est-ce le point de départ de cette opération Occupation? Comment ne pas voir le revirement de Jovenel Moïse avant sa mort comme une trahison que certains auraient voulu lui faire payer? Pour rappel, 24 heures seulement avant sa mort, le président avait nommé Ariel Henry comme Premier ministre. L'homme que le corps groupe n'a pas voulu lâcher contre vents et marées. L'homme qui n'a pas hésité à demander une intervention étrangère en Haïti dès le lendemain de l'assassinat du président Moïse, comme si les deux événements étaient concomitants l'un de l'autre. D'ailleurs, je me souviens avoir été choqué d'entendre sur les ondes des médias français l'ambassadeur haïtien en France, Jean-Josué Pierre, demander l'intervention américaine dès le lendemain du régicide. Puis, avec le même choix de mots, Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, avait dit la même chose en octobre 2022. Puis le ministre des Affaires étrangères, Jean-Victor Généus, l'a réitéré à l'ONU. Vu d'ici, cette question de l'intervention est arrivée comme un cheveu dans la soupe, dans le contexte d'indignation de l'assassinat du président dans sa résidence. Et les agents du FBI et du département de sécurité intérieure, qui sont arrivés dès le 15 juillet 2021 en Haïti, soi-disant pour faire avancer l'enquête. Qu'étaient-ils venus faire? Qu'ont-ils emporté avec eux? Est-ce complotiste ou absurde de suggérer qu'ils ont peut-être fait le ménage derrière eux? Les services secrets américains pouvaient-ils ignorer que les sociétés CTU Security et Worldwide Capital avaient recruté des mercenaires étrangers à hauteur de 865 376 $ pour aller assassiner un président dans un autre pays? Et les révélations du journal El Tiempo sont fondamentales pour comprendre le timing de cet assassinat. En effet, le journal colombien a révélé que le dimanche 20 juin 2021, il aurait été prévu de capturer Jovenel Moïse à l'aéroport de Port-au-Prince. En réalité, le gouvernement avait annoncé officiellement le retour de Jovenel le 19 juin. Sans doute était ce jour prévu pour l'assassinat. Mais le président est revenu le 20. Et ce changement de dernière minute dans son horaire de voyage fait échouer l'attentat.
Le projet de l'assassinat fut donc reporté à plus tard. Et le 20 juin 2021, le président était rentré de sa visite en Turquie. Cette visite en Turquie avait pour vocation d'opérer un changement majeur dans les relations internationales pour Haïti. En effet, la présence de la Turquie dans ce dossier n'est pas du tout anodine. En tant que pays aspirant à une hégémonie ne serait-ce que régionale, la Turquie joue un double jeu. Membre stratégique de l'OTAN, de par sa position intercontinentale au-dessus du détroit de Bosphore, elle est également proche du groupe de Shanghai, ce bloc économique eurasiatique conçu autour de la Russie et de la Chine. La Turquie est un membre actif du Global South, candidat en première ligne pour rejoindre les BRICS. La Turquie est donc devenue un acteur ambitieux des relations internationales. Le pays dirigé par Recep Tayyip Erdogan est d'ailleurs le 5e plus grand réseau diplomatique au monde, avec 252 missions. Se rapprocher d'elle pouvait être considéré comme une menace aux yeux de certains intérêts historiques haïtiens. Or, Jovenel Moïse revenait d'une participation inattendue au Forum de la diplomatie d'Antalya, un sommet qui s'est tenu du 18 au 20 juin 2021, en présence de nombreuses autres délégations. Au total, une chancellerie sur 5 a participé au forum, à la grande satisfaction des organisateurs. D'ailleurs, Jovenel Moïse a dû avoir été inspiré par le discours du ministre des Affaires étrangères turc, Mevlut Çavuşoğlu, qui lors de son discours d'inauguration avait évoqué le symbolisme de la ville d'Antalya, siège de Patara, le premier parlement du monde, un lieu pensé pour solutionner les problèmes de la société, le symbole de la représentativité universelle. Lui qui avait aboli le pouvoir législatif haïtien et qui a mis fin à tout système de représentativité démocratique en Haïti. Ah, l'ironie de la vie. Chose extraordinaire, il y avait en marge du forum des réunions bilatérales au cours desquelles les chefs d'État nouaient des liens entre eux. Les thématiques du forum étaient, tenez-vous bien, la sécurité, l'énergie, les investissements. Sécurité d'abord. Dans un communiqué officiel publié sur la page Facebook de son ministère, le ministre de la Culture et de la Communication, Pradel Henriquez, nous apprend que Jovenel Moïse venait de solliciter l'appui de la Turquie pour l'aider à régler le problème de l'insécurité en Haïti. L'insécurité, le levier sur lequel joue le corps groupe pour justifier la nécessité d'une intervention militaire au pays, Jovenel Moïse n'avait pas le droit d'y toucher. Pourtant, il y a touché. L'énergie ensuite. Cette question qui implique d'énormes intérêts en Haïti, tant pour la communauté internationale que pour l'oligarchie haïtienne. Pradel Henriquez nous dit aussi, son Excellence Jovenel Moïse a eu aussi l'occasion de participer à plusieurs rencontres bilatérales, dont l'un avec son hôte, son Excellence Recep Tayyip Erdogan, président de la Turquie. Construction, énergie, sécurité étaient au menu des discussions. Le président haïtien a appelé de ses vœux pour Haïti des investissements turcs en matière d'énergie solaire, éolienne, de gaz naturel et de biomasse. Investissement enfin. Le gouvernement communique ceci. Par ailleurs, le chef d'État haïtien a réussi en cette occasion à exposer l'idée que la Turquie puisse aider Haïti à développer toute une industrie de ciment de premier plan grâce au potentiel du pays dans ce domaine. Sécurité, énergie et investissement. Chacun de ces enjeux aurait pu à lui tout seul provoquer un casus mortem pour Jovenel Moïse. On apprend que les deux pays mettent en place une commission bilatérale mixte ayant pour objectif d'assurer un suivi des dossiers en cours, de dynamiser la coopération entre Haïti et la Turquie et enfin de renforcer leurs relations économiques, sécuritaires et financières. On comprend alors que Jovenel Moïse ne pouvait pas échapper à la mort. Au fond, il suffit pour les juges qui instruisent cette affaire de trouver les parties lésées par de tels contrats pour comprendre qui avait intérêt à faire disparaître le président. L'histoire de l'instrumentalisation des gangs n'est autre que l'histoire et l'actualité de l'instrumentalisation de la misère haïtienne. Le processus se fait en 2 phases simples. D'abord, on précarise les masses au maximum. On fait circuler la misère dans les quartiers populaires. Ensuite, on recrute à bas prix. L'industrie du crime est le plus grand pourvoyeur d'emplois du pays. Elle remplace l'État
et prend peu à peu possession de son pouvoir régalien. Alors, cessons de faire le bilan des gangs et essayons de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Disons d'entrée que la dénomination des gangs pour qualifier le phénomène des troupes armées qui sèment la terreur en Haïti est erronée. Ces groupes sont appelés à tort gangs armés. En tout cas, tous ne sont pas des gangs à proprement parler. Y a-t-il des gangs en Haïti? Bien sûr, comme dans tous les pays. Il y a des gangs dans toutes les grandes villes du monde. Selon le dictionnaire en ligne de TV5, un gang est une bande organisée de truands, une réunion de personnes qui travaillent exclusivement à leurs intérêts communs. Or, ces groupes qui terrorisent le pays depuis 2006 ou même avant font partie des milices armées, opérant au service du monde politique. D'ailleurs, ils proclament leur volonté de prendre le pouvoir et veulent que Guy Philippe, un ancien repris de justice, soit leur leader politique. Ces gens poursuivent un ou plusieurs buts politiques et ces objectifs de déstabilisation à des fins politiques et de conquête du pouvoir en font des milices et non des gangs. Le rapport 2022 de Initiative globale contre le crime transnational, bien qu'il parle de gangs, montre l'agenda politique de ces milices. En effet, on peut y lire. Ces 5 dernières années, les gangs ont vu leur nombre augmenter rapidement, étendant leur territoire et renforçant leur contrôle sur l'infrastructure politique et économique d'Haïti. Ils se sont imposés comme les partenaires mercenaires des hommes politiques et des administrateurs de l'État, comme des groupes armés de type mafieux profitant du secteur privé et comme les coordonnateurs locaux de réseaux criminels internationaux. Une fois qu'on a dit cela, on comprend mieux le jeu politique qui se joue en aval. On comprend le rôle des mains invisibles, on comprend la manipulation politique. D'ailleurs, l'ancienne ambassadrice des États-Unis en Haïti de 2012 à 2015, Pamela Ann White, vient de suggérer de faire monter ces miliciens à la table des négociations afin de sortir Haïti de la crise. Interviewée sur Fox, elle disait avoir parlé hier avec Guy Philippe et pense qu'il peut solutionner le problème d'Haïti. Elle dit qu'il est brillant, éloquent, charismatique et populaire. Elle dit que Jimmy Cherizier, alias Barbecue, peut faire partie de la solution. Donc pour sortir Haïti de la crise, il faut mettre des bandits dans le gouvernement. Remarque, c'est qu'ils ont toujours essayé de faire. C'est aussi cette Pamela White qui disait dès 2022, devant la Commission des Affaires étrangères du Congrès américain, il faut des bottes sur le terrain dès maintenant. On est bien chez les manipulateurs grossiers. Et pour se convaincre de l'instrumentalisation de ces milices armées, il importe de se souvenir de la gaffe monumentale d'Hélène Lalime, qui se félicitait de la Fédération des gangs lorsqu'elle était au poste de représentante spéciale pour Haïti et de chef du bureau intégré des Nations Unies en Haïti, le BINU. Soit l'ultime arrogance d'une diplomate qui ne cherche plus à cacher les sales manœuvres de son gouvernement. Hélène Lalime, dont l'écrivain haïtien Lionel Trouillot disait que sa présence en Haïti a fait pire que l'épidémie de choléra. Il faut dire qu'elle n'a jamais caché sa connivence avec le clan de Michel Martelly et les membres du parti haïtien Tête Calée ou PHTK. Jimmy Cherizier a fait ce que Mme Lalime avait souhaité en fédérant 9 familles de gangs sous l'appellation G9 familles et alliés Mayen Youn, Mayen Tout. Cela veut dire en créole, si vous touchez à l'un d'eux, vous touchez à tous. Ceci est confirmé par le rapport de Initiative globale contre le crime transnational déjà cité. Le rapport dit ceci. En 2020, un ancien policier crée le G9 qui réunit 9 gangs puissants de Port-au-Prince liés au parti politique au pouvoir. C'était bien avant Hélène Lalime. C'était avant Ariel Henry. Non, on ne peut pas imputer à Mme Lalime la fédération des gangs. Mais on peut rappeler qu'elle disait que c'était une bonne chose afin de pouvoir les contrôler. Une bonne chose, mais pour qui? En tout cas, pas pour la population dont les conditions deviennent chaque jour plus précaires. Pas pour les enfants qui n'arrivent pas à aller à l'école. Pas pour la réputation du pays qui devient, dans l'inconscient collectif, un Far West tropical. Et de fait, à chaque fois que le pouvoir d'Ariel Henry était menacé, ces milices armées intervenaient pour rétablir l'ordre et consolider son pouvoir. Lors des attaques dans les prisons le 1er et le 2 mars dernier, certains prisonniers avaient été préalablement déplacés, ce qui prouve que les autorités savaient ce qui allait se passer et que seuls certains prisonniers pouvaient s'échapper. Une autre question nous interpelle. Par quelle magie la presse internationale a-t-elle un accès si privilégié à Barbecue? Barbecue est le chef politique qui a le plus donné d'interviews
ces dernières années, comme si sa publicité et son message devaient être absolument médiatisés. Il est clair que les gangs ont été armés par des gens qui ont du pouvoir et de l'argent et l'accès logistique et le pouvoir administratif et les circuits d'acheminement. Les armes et les munitions proviennent des États-Unis via les ports contrôlés par l'oligarchie haïtienne. C'est une chose que de posséder des armes, mais c'en est une autre de disposer d'autant de munitions sans la connivence des autorités du pays. Le corps groupe a soutenu Martelly, puis Jovenel, puis Ariel. Pour comprendre la crise haïtienne actuelle, il faut nécessairement remonter à une rencontre secrète qui s'est tenue à Ottawa, sur les bords du lac Meech et dans le parc de Gatineau, il y a de cela 21 ans. Elle s'appelait Initiative d'Ottawa sur Haïti et était organisée par le corps groupe, le dernier week-end du mois de janvier 2003. Un journaliste sérieux qui ne parle pas de cette réunion ou n'est pas au courant de sa tenue n'essaie pas d'expliquer la situation haïtienne. Pour rappel, selon Radio-Canada, le corps groupe est composé des ambassadeurs en Haïti, d'Allemagne, du Brésil, du Canada, d'Espagne, des États-Unis, de France et de l'Union européenne, en plus du représentant spécial de l'Organisation des États américains et de la représentante spéciale des Nations Unies. Le corps groupe est donc un groupe de diplomates ingérants qui dictent la politique haïtienne aux Haïtiens, ce que Daniel Foote, l'envoyé américain en Haïti, dénonçait avant de démissionner de son poste. Lors de cette réunion à Ottawa en 2003, deux choses ont été décidées par les membres du corps groupe. Une réponse à un problème structurel et une autre à un problème conjoncturel. Le problème conjoncturel d'abord. Il était question du renversement de Jean-Bertrand Aristide par tous les moyens. Et ensuite la réponse structurelle. Le serment que plus jamais les Haïtiens auront leur destin entre leurs mains. Un article du journaliste canadien Michel Vastel datant du 15 mars 2003, intitulé « Haïti mise en tutelle par l'ONU », propose un compte-rendu de la réunion où les grandes lignes de la politique haïtienne ont été décidées et la décision d'une mise sous tutelle de l'île après la chute d'Aristide. En septembre 2021, un homme lance un pavé dans la mare. Il s'appelle Daniel Foote. Il est l'envoyé spécial américain pour Haïti. Face au sabotage répété du destin du peuple haïtien, il présente sa lettre de démission à son gouvernement. Il écrit ceci. « Les Haïtiens doivent avoir la possibilité de tracer leur propre voie, sans influence internationale, et sans que certains candidats au pouvoir soient favorisés. » Et c'est l'influence du corps groupe que Daniel Foote dénonce, en disant qu'il a choisi le Premier ministre Ariel Henry. De fait, le corps groupe est devenu si puissant en Haïti qu'il est un véritable syndicat d'ambassadeurs pratiquant l'ingérence et l'humiliation des hommes politiques haïtiens. Or, le bilan d'Ariel Henry est dramatique. La violence a pris des proportions sans précédent en Haïti. En 2023, 167 enfants ont été tués ou blessés par balle. Le mois de janvier 2024 a été le plus violent dans l'histoire du pays. Plus de 806 personnes ont été tuées, blessées ou kidnappées. 300 membres des gangs étaient également touchés. Les gens sont délogés de leur quartier. Les citoyens ont perdu leurs biens. Les milices politiques ont pris le pouvoir. Tout ça est vrai. Ces chiffres du mois de janvier sont du Haut Commissariat des Nations Unies en Haïti. Force est de constater qu'ils sont d'une étonnante précision. Comme si le Haut Commissariat des Nations Unies possédait un bureau spécialisé qui tient les comptes de la violence en Haïti. Soit la même source qui depuis le début réclame l'intervention d'une force robuste en Haïti. Souvenir amer pour les Haïtiens, qui savent qu'à chaque fois que le mandat des Nations Unies arrivait à terme, la situation devenait intenable en Haïti. Les mêmes méthodes sont donc appliquées. Toute cette décrépitude et cette non-assistance à peuple en danger dont Ariel Henry a fait preuve ne peut être la résultante de maladresse et d'incompétence. Ariel Henry avait une mission secrète, c'est sûr. Lors de ce communiqué de démission, il dit ceci. « Le gouvernement que je dirige va continuer à expédier les affaires courantes. » Pendant ce temps, qui profite de ce chaos? Car quel que soit le niveau du chaos, il y a toujours quelqu'un qui en profite.